Bienvenue sur Parole d'Or, le podcast dédié à la mise en lumière des récits de femmes et d'hommes autour de leurs histoires personnelles, professionnelles et spirituelles à propos de success stories ou d'apprentissage. Ici, je préfère parler d'apprentissage parce que, selon moi, derrière chaque échec se cache quelque chose à apprendre. Je considère que la parole est d'or, car c'est un outil puissant qui, à travers les âges, avec la transmission orale, a permis à chaque génération de transmettre aux suivantes leur héritage, leurs valeurs et leurs récits inspirants. Je m'appelle Karine, je suis énergéticienne et accompagnatrice spirituelle et j'ai eu envie avec ce podcast de mettre en lumière mes récits personnels et ceux des personnes qui m'inspirent et j'espère qu'ils permettront à quelques-uns d'entre vous d'y trouver de l'inspiration, des clés de compréhension, de l'empowerment pour avancer vers le chemin de la réussite et la place personnelle ou professionnelle que chacun essaye de se faire dans ce monde, et ce, avec le plus d'authenticité possible. Novembre, on est déjà en novembre. Qu'est-ce que le temps passe vite. Je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression qu'on passe dans un rouleau compresseur, dans une machine à laver, et ça secoue tellement. Là, je parle de mes ressentis, mais de ce que j'observe autour de moi, j'ai vraiment cette sensation de me dire, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe de très fort. Cette sensation de me dire, on est en train de lâcher une bonne partie des masques, qu'on peut plus trop faire semblant, que les gens en face de nous, on voit leur vrai visage, on voit ce qui se passe. Et ça nous saute aux yeux, et ça vient nous questionner, et ça vient nous mettre dans un état où on commence à remettre en question beaucoup de choses. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai envie de vous parler d'authenticité, parce que, selon moi, c'est quelque chose qu'on met de côté, ou qu'on nous a incité à mettre de côté, parce que par les biais de l'éducation, par les biais de la tradition, par les biais de la société, on s'est conformé dans une façon d'être, dans une façon d'agir, dans une façon de vivre, des fois ses émotions, jusqu'à en oublier ce qu'on ressent vraiment à l'intérieur de nous. Et je me dis que ça, pour moi, en tout cas de ce que j'observe parmi les personnes que j'accompagne, je me rends compte que le système ne peut pas fonctionner jusqu'au bout, dans le sens où il se passe quelque chose à l'intérieur de soi. Il y a cette espèce de division qui se crée et bien évidemment le corps pour moi est un outil qui va venir alerter sur le fait qu'on n'est pas aligné. Si je peux me permettre de faire une comparaison, notre corps c'est notre véhicule dans lequel il faut mettre de l'énergie, alimenter le moteur, donc ça va se faire avec de la nourriture, ça va se faire aussi avec ce qu'on consomme en termes de mental, donc ça va être de la lecture, ça va être toutes les vidéos, tout ce que l'on regarde. Et de la même manière qu'un véhicule, lorsque il y a des choses qui vont commencer à dysfonctionner, on va avoir des alarmes qui vont s'allumer. Et pour moi, ça passe dans le corps. Donc ça peut se manifester de différentes manières, ça dépend totalement des personnes, mais on va se retrouver par exemple avec des problématiques physiques qu'on va retrouver au niveau du bas du corps, comme des problèmes de pieds, de hanches, de genoux, parce que on ne prend pas la bonne direction. On va se retrouver avec des problèmes de bassin, de dos, au niveau lombaire, toute la partie basse, qui représente pour moi peut-être le manque de sécurité ou le manque de, comment je pourrais dire ça, de confiance en soi. Et on peut retrouver aussi des problématiques au niveau des cervicales, au niveau de la nuque, au niveau des épaules, au niveau de la tête, même au niveau des bras, des coudes aussi, mains, parce que il y a cette dissonance entre les pensées qu'on a et les actions que l'on mène. Et donc ça crée une espèce de division, une espèce de désynchronisation entre le corps, l'âme et l'esprit, parce que ce n'est pas cohérent. On peut avoir des profondes tristesses, on peut avoir plein de choses différentes que le corps va manifester. On peut aussi avoir des problématiques au niveau de la gorge, parce qu'on n'exprime pas la totalité de ce que l'on aimerait exprimer, par exemple.
pour prendre position, pour dire ce qu'on a sur le cœur. Et le corps est pour moi, un outil, un allié qui peut venir nous indiquer ce qu'on n'arrive pas à mettre en conscience ou à prendre conscience ou à valider parce que dans nos automatismes, depuis le début, on nous a appris, malgré nous, à invalider nos émotions. J'entends par là, lorsque nous étions petits et qu'on avait une problématique et qu'on se mettait à pleurer ou à faire une colère ou autre, notre parent, en général, les parents viennent dire « mais non, ne pleure pas, on va passer à autre chose ». Et en fait, le réflexe, c'est d'aller calmer tout de suite en détournant l'émotion ou en l'invalidant, mais parce que j'ai envie de dire comme n'importe quel réflexe, même moi en tant que parent, ça me fait mal de voir mon enfant qui va pleurer et tout de suite je vais essayer de trouver une solution urgente et rapide pour venir détourner cette émotion et de dire mais non, arrête de penser à ça, mais non, ne le fais pas. Et en fait, malheureusement, on invalide et on apprend à l'enfant à ne pas écouter ses émotions, à ne pas les vivre. Et ça vient s'engrammer à l'intérieur de nous et ça va persister dans le temps. Il y aura aussi parfois même ce réflexe d'aller donner de la nourriture, un bonbon, un gâteau, quelque chose pour venir calmer tout ça. Et je pense même que ça pourrait même être à l'origine parfois de certaines addictions qui vont venir se créer parce que parfois on se rend compte que pour calmer nos émotions, on va les manger. Donc on va manger nos émotions parce que le réflexe a été pour calmer le système, on nous a appris et montré dès le plus jeune âge que tiens, prends une sucette, tiens, prends un bonbon, tiens, prends un gâteau et tout ça, comme ça t'arrêteras de pleurer. Et des fois ça crée ces petits automatismes, mécanismes qui vont nous être néfastes plus tard. Et ça peut être une des raisons, parce qu'il y en a plein d'autres, mais une des raisons parfois de l'addiction à la nourriture, au sucré, à ces choses réconfortantes pour venir calmer notre système nerveux, nos émotions à ce moment-là. Et là, en plus, là, je n'ai évoqué que une partie, on va dire, plus ou moins positive, plus douce de venir calmer, diminuer, invalider les émotions, mais il y a une partie plus néfaste, plus négative, dans le sens où, par expérience, ou de ce que j'ai entendu de toutes les histoires durant l'enfance, combien de fois on a pu nous invalider ou être dans le fait d'inhiber ce que l'on ressent parce que lorsqu'on est invité dans une famille ou chez des amis et que on se met à crier parce que l'un des autres enfants ou autres nous a fait mal ou a été injuste avec nous et qu'on se met à pleurer et que tout d'un coup on va nous dire de nous taire, de ne pas crier trop fort, de ne pas être trop excité par exemple. Et ça peut même aller jusqu'à certains à se prendre des coups en fait. Donc là on est vraiment sur même de la violence qui peut être posée. Donc ça, tout ça aussi ce sont des émotions qui sont diminuées. Combien de fois on a pu, pour certains d'entre nous, nous demander de pas être trop excité, d'être calme, de ne pas faire d'esclandre, de ne pas se disputer, de ne pas être trop curieux, de ne pas poser trop de questions parce que pour la bienséance, pour bien se tenir, pour se montrer sous son meilleur jour en représentation auprès des autres à l'extérieur et pour montrer à quel point on est poli et bien élevé, on n'a pas le droit d'exprimer nos émotions. On n'a pas le droit d'exprimer qu'il nous arrive peut-être quelque chose de mauvais, quelque chose où on ne se sent pas bien, ou exprimer notre curiosité, ou simplement être excité par la joie que l'on a à passer un très bon moment avec des amis, de la famille, des copains. Et c'est des fois difficilement contrôlable, surtout quand on est enfant, donc on va tout de suite être dans l'exagération de notre comportement et du coup c'est là où on va se retrouver avec des réprimandes, des reproches, nous demander de nous calmer, donc ça vient inhiber tout ça en fait, notre nature profonde, parce que il faut bien se tenir. Alors je vous arrête tout de suite, la police de l'éducation, il n'y a aucun problème à
demander à son enfant de bien se tenir, d'être correct et de ne pas se comporter comme un sauvage. Mais ce que je veux mettre ici en avant, c'est le fait que dans bien des situations où ce n'était pas forcément nécessaire, on nous a demandé de réprimer nos émotions. Au niveau de l'identité, on va se conformer à ce que l'on nous apprend. Et c'est un passage obligatoire, puisque on est sous la responsabilité de nos parents et ils nous transmettent leurs valeurs, leur héritage, qu'il soit bon ou mauvais. Et ça fait partie du processus de construction qui fait partie de notre enfance. Et à un moment donné, forcément, ça va venir rentrer en conflit avec notre nature humaine, puisque lorsqu'on naît, on n'apprend pas à vivre. On sait respirer, on sait ouvrir les yeux, on nous donne à manger, mais on n'apprend pas à manger. On sait manger naturellement. Le bébé sait reconnaître le mamelon de sa mère parce que c'est par là qu'il va pouvoir se nourrir. Donc on n'apprend pas à être. Par contre, on nous apprend à nous comporter, à savoir nous tenir. Mais forcément, ça va venir rentrer au bout d'un moment en conflit avec notre essence naturelle si ce que l'on nous a inculqué n'est pas en alignement avec notre nature profonde. Au bout d'un moment, ça va venir tirer pour moi la sonnette d'alarme parce que le corps est relié à l'âme, est relié à l'esprit, à son moi profond, à son moi authentique. Et à un moment donné, on arrive au bout du système. Et quand on arrive au bout du système, tout clignote, tout peut commencer à dysfonctionner, ou on va se retrouver dans un état peut-être mental où on va se sentir déconnecté de ce que l'on vit. On va se sentir à côté, on va avoir la sensation de passer à côté de sa vie, de ne plus ressentir même parfois des émotions, de ne plus trouver de sens, parce que les choix qu'on a faits nous ont amenés à vivre une vie qui ne nous fait pas vibrer, clairement. Et pour le coup, pour l'avoir vécu et pour connaître des personnes qui le vivent aussi, je vous assure que quand vous êtes en train de vivre quelque chose qui vous fait vibrer, vous le ressentez partout dans votre corps, vous le ressentez dans votre cœur, et c'est hyper puissant. Ça vous provoque une joie, une détente, un bien-être qui est à saisir, qui est à ressentir. Alors je ne dis pas que ça doit durer tout le temps, parce que ce sont des émotions, et les émotions ne durent que quelques instants. L'idée, c'est de les saisir, c'est d'en prendre conscience et de les vivre avec conscience à l'instant où elles se produisent, et après, on le garde comme un indicateur pour que lorsque l'on vit de prochaines expériences, on va pouvoir les graduer sur une échelle de « ça c'est excellent pour moi et ça c'est beaucoup moins bien pour moi ». Et du coup vous allez me dire mais comment on fait pour ressentir tout ça, pour se reconnecter à tout ça, pour être sûr que ce que l'on fait ou ce que l'on vit est totalement aligné? Alors pour moi la première piste est la recherche d'authenticité. Est-ce que aujourd'hui vous êtes authentique avec vous-même? Est-ce que vous êtes aligné avec ce que vous êtes? Est-ce que ce que vous faites dans la vie correspond à ce que vous êtes? Question encore plus profonde, qui êtes-vous? Êtes-vous vraiment vous-même? À savoir, est-ce que vous vous habillez comme vous voulez? Est-ce que vous vous exprimez comme vous voulez? Est-ce que vous faites ce que vous voulez? Mais réellement, ce qui vous fait vibrer. Pour ça, quand on ne sait pas du tout et que on a déjà constaté que ce que l'on fait aujourd'hui ou au point où on en est ne nous correspond pas, l'idée c'est de partir à la recherche. De partir à la recherche de ce moi authentique et de commencer à tester des nouvelles choses. Donc tout passe par l'expérience. C'est-à-dire que déjà je pense qu'une bonne majorité d'entre vous êtes sur les réseaux sociaux et il y a des choses qui vous titillent, qui suscitent votre intérêt et vous dites « Ah ouais, ce serait trop cool, ce serait génial de faire ci ou de faire ça ». Et à partir de là, pour être sûr que ça vous correspond, c'est essayer de trouver une expérience qui va correspondre à ce qui a suscité votre intérêt.
Donc ça peut être un événement, ça peut être des rencontres, ça peut être une exposition, ça peut être une activité, et l'essayer et vous dire ok, là effectivement j'ai ressenti beaucoup de choses. Donc ça passe dans le corps, hein, donc ça demande d'être en conscience, d'être présent à soi, donc de savoir ce qui se passe dans notre corps. Donc est-ce que on a ressenti de la joie? Est-ce qu'on a ressenti... est-ce qu'on a souri? Est-ce qu'on a eu le cœur qui a palpité, mais dans le bon sens du terme? Est-ce qu'on a eu peut-être, je sais pas, des papillons dans le ventre? Est-ce qu'on a ressenti l'envie de rire? Il y a plein d'indicateurs que le corps manifeste naturellement pour vous dire ok, là ce que je fais là, je kiffe grave. Donc l'idée c'est de multiplier ces expériences et de venir les classer et les lister pour savoir si déjà ce qui se passe, ces nouvelles choses vous correspondent. Des fois on n'en a pas du tout idée. Des fois on ne sait même pas ce qui nous attire, ce qui nous titille, ce qui nous donne envie d'aller expérimenter. Alors je suis d'avis pour au moins peut-être une fois par mois aller expérimenter quelque chose de nouveau, quelque chose pour lequel on ne sait même pas si ça va nous plaire ou pas, mais testons, allons voir. Et si ça ne vous fait rien ou si vous n'avez pas apprécié cette expérience, ce n'est pas une perte de temps, ce n'est pas une perte d'argent, c'est un investissement dans la connaissance de vous-même. Dans le sens où vous allez pouvoir, au fur et à mesure que vous allez cocher les cases des expériences, savoir ce qui vous intéresse. Il y a bien évidemment des profils où il y a des gens qui s'intéressent à tout et il y a beaucoup de choses, et c'est tant mieux parce que ça donne finalement une multitude de possibilités. On n'est pas obligé de se figer sur une seule et même activité. On peut être multipotentiel, multiculturel, multi-activité. Il n'y a aucun souci. Au contraire, ça vous donne des billes supplémentaires pour que dans les moments où vous vous sentez en down, vous allez pouvoir piocher dans ce carnet d'activités pour venir vous reconnecter à vous-même et aller libérer cette joie. Ça peut être des trucs tout bêtes, hein. Ça peut être aller par exemple dans un club de jeux de société et vous allez jouer avec des personnes que vous ne connaissez pas, mais vous allez rentrer dans un univers où vous allez pouvoir par exemple incarner des personnages qui vous sont impossibles parce que ce sont des personnages fantastiques par exemple, et que ça va pouvoir faire vivre des choses en vous et vous autoriser à jouer des rôles ou des personnages que vous ne pouvez pas vous autoriser à vivre dans, on va dire, dans la vie quotidienne parce que pour l'instant ça ne s'y prête pas. Ça peut être de la danse, ça peut être de l'art, ça peut être du chant, ça peut être du théâtre, ça peut être plein de choses différentes. J'ai quand même la sensation que... Alors peut-être que j'ai beaucoup axé là sur tout ce qui était de l'ordre du créatif ou de l'artistique, parce que pour moi, ici, on vient toucher à la créativité, et la créativité est une énergie fondatrice pour l'être humain. Nous sommes des êtres créateurs et on vient alimenter en fait notre essence parce qu'elle touche à des parties énergétiques de notre corps qui sont fondamentales, qui sont au niveau des bases de ces corps. Donc on parle ici de chakra, donc chakra en sanskrit qui veut dire roue. Donc on parle de roue énergétique, on en a 7, enfin les 7 principaux qui sont connus, il y en a plus. Mais ici je parle des 7 et ce chakra qui est associé est le chakra sacré. C'est le chakra de la création, c'est là où aussi on va commencer à faire monter l'énergie vitale. Et donc en stimulant cette partie de notre corps énergétique, donc la créativité, on va pouvoir faire monter en nous beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de stimulation, venir faire monter ici le feu sacré. Donc je parle, c'est une petite parenthèse énergétique et spirituelle. On est bien évidemment sur mon podcast et ça fait partie de la thématique aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que ça provoque en nous un éveil d'énergie, un regain. Et je pense que vous le savez, vous avez cet indicateur en vous lorsque vous passez un moment
avec les personnes que vous aimez, en faisant des activités que vous aimez, cela provoque quelque chose de très positif à l'intérieur de vous. Et du coup, se connaître, une partie de se connaître, c'est déjà aller se reconnecter à ce type d'émotion, ce type de réaction que l'on a en nous. Ensuite, dans la recherche d'authenticité, pour moi, je pense que c'est intéressant que, à l'issue de ces expériences-là, on génère une communauté, un groupe de personnes qui vont être intéressées par ce type d'activité. Et c'est essayer peut-être d'aller vous y connecter et voir si la mentalité, si la vibe vous correspond et pour laquelle vous vous sentez bien, pour lesquelles vous ne faites pas semblant dans ce que vous ressentez, dans ce que vous vivez, dans les sujets dans lesquels vous pouvez discuter. Et je suis quasiment sûre, je veux pas me prononcer pour tout le monde parce que je pense qu'il y a des gens qui sont pas très bavards, mais il y a forcément au moins peut-être 1 ou 2 sujets sur lesquels vous êtes en capacité de discuter plus longtemps et d'échanger des sujets et des points de vue. Ça passe par plein de choses, hein. Ça peut passer aussi dans le domaine scientifique, le domaine médical, le domaine spirituel. Enfin, vous voyez, tout est possible dans tous les domaines différents, des plus clairs aux plus sombres. Donc, ces nouvelles connaissances peuvent vous amener à vous sentir beaucoup plus à l'aise avec un certain type de personnes. Et peut-être que ça va aussi vous ouvrir les portes vers une authenticité dans la façon dont vous allez vous exprimer, dans la façon dont vous allez vous habiller, etc. Maintenant, c'est trouver la juste mesure dans laquelle chaque chose que vous allez intégrer dans votre nouvelle identité, en tout cas dans votre identité authentique, c'est de le faire petit à petit. Alors, c'est pas obligatoire, hein, mais des fois, ça peut aussi passer par des changements vestimentaires, des changements capillaires, des changements physiques. Ça peut amener à être à la salle de sport, donc de changer son corps. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent s'opérer, mais je pense que quand on devient authentique, il y a des changements qui s'opèrent parce qu'on n'est plus dans cette division, on n'est plus coincé. Et l'idée ici, c'est aussi de le faire petit à petit parce que il y a quand même, je pense, toujours ces barrières mentales auxquelles on va être confronté parce que ça va venir je dirais peut-être parfois en choc vis-à-vis d'un entourage qui n'a pas eu l'habitude de nous voir comme ça ou qui nous voit changer et évoluer parce que ça va générer chez vous un changement. Et le changement, il va être visuel, il va être physique, mais il va être aussi vibratoire parce que vous allez émaner quelque chose de différent. Parce que vous allez être connecté au corps le plus souvent possible, vous allez être recentré, vous allez être aligné le plus souvent possible et ça vient changer aussi des choses dans votre état vibratoire. Ça pourra même aussi impacter votre état mental, hein, puisque dans la recherche d'authenticité, on peut être amené aussi à venir poser des nouvelles limites, poser des nouvelles choses parce que on est en connaissance et en conscience de ce que l'on veut et de ce que l'on ne veut plus. Et donc, finalement, les personnes qui étaient dans votre entourage, qui correspondaient à votre état vibratoire, alors il y a des personnes à qui ça va parler parce qu'ils avaient ça aussi en eux, mais il y a des personnes à qui ça ne va pas parler du tout. Et ça va demander de se questionner et d'être sûr de vouloir opérer ce changement pour soi et non pour les autres parce que il risque aussi d'y avoir des changements dans notre entourage. Mais j'ai envie de dire que aujourd'hui, si vous vous autorisez à être qui vous voulez être, comme vous voulez être, à réagir comme vous voulez, les personnes qui décideront de rester dans votre vie, ce sont des personnes qui restent pour vous, parce qu'elles vous apprécient de façon authentique et sans faux semblant. En revanche, les personnes que vous risquez peut-être de perdre ou qui risqueront de s'éloigner, ce sont des personnes qui ne vous correspondent pas ou qui ne vous correspondent plus. Et ça, pour moi, c'est ok. Je pense qu'il y a des gens dans notre vie qui sont faits pour rester un certain moment, plus ou moins long, des fois toute la vie, si on a beaucoup de chance. Mais il faut évoluer en même temps. Il faut évoluer en même temps. Et c'est à l'image d'un ascenseur, à chaque fois que vous allez vous élever personnellement,
vous allez changer d'étage. Et quand vous changez d'étage, vous allez rencontrer des nouvelles personnes à chaque étage. Et il y a des gens qui sont aussi avec vous dans l'ascenseur. Et il y en a qui vont rester à certains étages et il y en a qui vont continuer à monter avec vous. Donc, pour moi, tout ça, c'est quelque chose à prendre en compte parce que quand on va à la recherche de son authenticité, il faut être prêt. Il faut être prêt à accepter les conséquences qui vont en découler parce qu'elles peuvent être positives, mais elles sont peut-être dans un certain sens, j'ai pas envie de dire négatives, mais qui vont être challengeantes parce que elles vont vous demander de faire le deuil de certaines personnes, de certaines situations, de certaines habitudes et même des anciennes parts de vous-même. Donc c'est très challengeant d'aller à la recherche de son authenticité, c'est très challengeant d'être dans cette quête personnelle parce que ça demande d'être confronté à des peurs, des craintes, des croyances, des personnes ou des choses qu'on ne veut pas lâcher parce qu'elles ont fait partie de nous pendant très très longtemps et qu'aujourd'hui il est temps de les laisser partir et évoluer ailleurs parce que elles ne vous correspondent plus et potentiellement elles étaient même bloquantes pour vous. Donc se connecter à son authenticité, ça prend du temps, ça demande de la patience et si chaque jour vous prenez 1% de décision ou action en faveur de votre authenticité, à la fin de la semaine, du mois ou de l'année, vous aurez significativement un changement. Vous aurez significativement changé les choses pour vous. Alors ça ne sera pas visible tout de suite, mais vous verrez que en maintenant cet alignement, il y a beaucoup de choses dans votre vie qui vont commencer à changer. Et ça demande d'accepter une phase qu'on peut appeler la vallée de la déception. C'est un terme que je reprends qui vient du livre Atomic Habits de James Clear, que j'ai d'ailleurs écouté en audiobook sur Spotify. Et je vous conseille vraiment vivement de comprendre que c'est un processus long qui demande de la patience et qui demande de changer les choses petit à petit parce que tout changement radical, trop important, peut venir fortement déséquilibrer et on peut laisser tomber ce qu'on est en train de mettre en place. En tout cas, pour ma part, les meilleures connexions que j'ai faites dans ma vie se sont faites à partir du moment où j'ai décidé d'être authentique, d'être en connexion avec moi-même, d'effectuer des changements, peu importe ce qu'allaient dire mes parents, peu importe ce qu'allaient dire mes amis, peu importe ce qu'allaient dire mes collègues. Ces choix-là, je les ai faits pour moi et ils m'ont rendue heureuse, en tout cas ils m'ont permis d'aller toucher le plus souvent possible des moments où j'allais me sentir bien. Et c'est ça le plus important, c'est d'aller se connecter à un maximum de personnes, d'activités, de choses, d'endroits qui vont vous faire du bien. Et c'est aller à la recherche de soi quelque part. Et on peut se retrouver dans quelque chose qui va être totalement bouleversant. Parce que pour arriver à tout ça, il faut passer par la phase de déconstruction. Donc aller déconstruire ce qui nous a été inculqué et laisser ce qui nous convient plus et garder ce qui nous convient. Se dire que il faut accepter les impacts et les retombées, d'aller déconstruire tout ça. Ça peut aussi nous amener à passer par une phase de vide et d'inconnu total. Et si j'ai envie de vous donner un message d'espoir, c'est que sur cette partie-là, c'est que pour moi, vous êtes sur le chemin. Quand on est dans cette phase de je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas quoi faire, je suis totalement perdu, ça fait partie du chemin initiatique pour aller à la quête de soi-même. Parce que ça veut dire qu'on a réussi à laisser tomber ce qu'on a déconstruit, ou en tout cas une partie, et on va pouvoir commencer à ouvrir un nouveau champ des possibles, d'aller à la quête d'autres choses. Et donc, quand on ira à la quête de ces autres choses, elles vont venir rentrer en conflit avec les anciennes, et venir se frotter, et créer une friction. Et cette friction-là, elle va venir vous donner des indicateurs émotionnels et d'aller dans le mental et de savoir si ces choses-là, elles sont pertinentes pour vous. Est-ce que les freins que vous vous mettez pour accepter ou vivre ces nouvelles expériences, elles sont issues de vos anciens conditionnements?
Et si oui, est-ce que vous voulez les garder? Est-ce que vous voulez les laisser tomber? Est-ce que ce sont des conditionnements qui sont fondés ou qui sont infondés? Et même, j'ai envie de vous dire, si vous avez envie d'en avoir le cœur net, c'est tester par vous-même. Parce qu'en testant par vous-même, vous êtes capable de ressentir si c'est quelque chose qui vous fait réellement du mal ou qui est réellement mauvais, ou si c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous. Donc ici, je considère que quand on est perdu et qu'on cherche quelque chose de nouveau, on peut très vite se retrouver embarqué dans des choses qu'on va pousser à son extrême parce que tout d'un coup, ça provoque quelque chose émotionnellement et physiquement qu'on n'avait pas ressenti ou qu'on n'avait plus ressenti depuis très longtemps, et on va vouloir, telles des personnes droguées ou addictives à ces sensations, vouloir les multiplier. Et le but de tout ça, pour moi, c'est de rester dans l'équilibre. L'équilibre est la base et la priorité de toute chose. Tout ce qui est dans l'excès devient mauvais. Tout ce que vous faites à l'excès deviendra forcément un poison pour vous. Donc l'idée, c'est vraiment de rester à l'équilibre. Et si je parle de façon si générale, c'est que ça peut arriver dans tous les domaines. Et malheureusement, ça aura l'effet inverse que l'effet recherché de l'authenticité, de trouver son bien-être et sa place à travers l'authenticité. Un point important dans cette quête pour moi, c'est aussi d'aller recontacter son histoire, d'aller recontacter ses racines. Et là où je me suis sentie le mieux, c'est en réintégrant des parts que j'avais rejetées, notamment dû, par exemple pour ma part, dû au métissage, dans le sens où c'était, au vu de la société, c'était mieux de s'intégrer dans tel type de communauté que dans tel autre type de communauté. Et en venant refusionner les deux, en faisant des recherches sur cette autre partie de ma culture, en m'y réintégrant, c'est là que ça a ouvert des portes pour moi, c'est là où j'ai commencé à me sentir beaucoup plus complète, c'est là où j'ai pu commencer à assumer mon entièreté qui était cette mixité, ce mélange de plein de choses, de cultures, de connaissances totalement différentes. Et sur cette voie, je vous y invite pour surtout les personnes qui ont besoin d'aller se reconnecter aussi à elles-mêmes, c'est aussi refaire des recherches sur sa culture, sur son histoire, sur son patrimoine, parce que j'ai envie de dire que pour savoir où on va, c'est bien de savoir d'où on vient. Et aller rechercher tout ça, ça vient aussi vous amener à comprendre plein de choses sur vous, sur ce qui a animé votre famille à vous transmettre des traditions, des cultures, des systèmes de croyances, des systèmes de pensée, et d'avoir un regard plus compréhensif et plus bienveillant par rapport à ce que vous avez potentiellement vécu, parce que nos parents, nos ancêtres nous ont transmis ce qu'ils pouvaient avec les outils qu'ils pouvaient, et nous, on a le pouvoir de faire ce pas de côté, de prendre du recul et d'être beaucoup plus en conscience et en connaissance de qui on est, de ce que l'on transporte comme bagage transgénérationnel, culturel, et d'aller se libérer de ce qui nous emprisonne ou nous empoisonne et aller beaucoup plus se reconnecter à tout ce qui fait nos forces, nos fiertés, nos cultures, et d'avoir un regard beaucoup plus bienveillant avec le cœur. Ce sujet-là, pour moi, laisse place à quelque chose qui m'anime du plus profond de mon cœur, à savoir tout ce qui va tourner de l'ordre du transgénérationnel, du karmique, de toutes ces choses que l'on porte dans nos gènes, dans notre sang, et c'est ce qui fait partie en tout cas de mes accompagnements auprès des personnes auxquelles j'interviens, et je vais pouvoir avec l'analyse et la prise de recul de tout ça sur ce qu'elles vivent, là où elles en sont et tout ce qui va les bloquer dans leur vie, de pouvoir les orienter et les amener vers
une prise de conscience, beaucoup plus de recul et d'aller se positionner sur un nouvel axe qui va être beaucoup plus aligné avec leur soi authentique. En conclusion, on peut dire, en tout cas pour ma part, je peux dire que la recherche de l'authenticité et se connecter à son authenticité et d'être dans cet état authentique le plus souvent possible, pour moi, amène forcément des changements positifs, amène des changements d'état vibratoire, amène des nouvelles opportunités, des nouveaux événements dans votre vie qui vont vous permettre d'évoluer, de continuer à avancer et des choses qui vont beaucoup plus vous correspondre. Il peut même y avoir des blocages qui peuvent se lever, il peut y avoir des personnes ou des situations toxiques qui vont partir parce que vous avez décidé d'être enfin vous et de faire les choses pour vous. Votre authenticité, elle aura aussi un impact retentissant sur, par exemple, si vous avez un business ou même dans votre travail, une expertise, une façon de voir les choses, une façon de vous exprimer, une façon d'être qui va attirer des personnes à vous qui vous correspondent. Donc pour moi, être authentique, finalement, c'est être magnétique et enfin attirer à vous ce que vous voulez, réaliser vos objectifs, vous réaliser vous-même en tant qu'être humain sur cette planète. De mon point de vue, se connecter à son authenticité, c'est s'autoriser à être réel, à se sentir aligné dans son corps, dans son âme, dans son esprit et enfin s'autoriser à se réaliser pleinement. Cet épisode touche à sa fin. Je vous remercie de votre écoute. J'espère qu'il a pu vous apporter des clés de compréhension et des axes de réflexion pour vous mener sur cette voie de l'authenticité. Pour ma part, je vous invite à consulter mon site internet paroledor.fr si vous souhaitez en savoir plus sur vous-même et bénéficier de mes accompagnements holistiques. Je vous retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode et d'ici là, je vous souhaite le meilleur. Portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de mettre de l'or dans vos voies.